Nous recevons les membres de la communauté de pratique en usage judicieux de la force. Alors, M. Stéphane Wall, M. Sylvain Saint-Amour et M. Michael ou Michael Arruda. Alors, bienvenue, messieurs, au comité consultatif sur la réalité policière. C'est un plaisir de vous accueillir. Les membres du comité ont déjà reçu votre copieux mémoire. Et évidemment, ils en ont pris connaissance. On va se permettre d'approfondir un certain nombre de volets avec vous. Je vous présente les membres qui vont participer à cette rencontre. Il y a monsieur Alexandre Matt. Bonjour. Qui est depuis Québec. Madame Nicole Gibault, qui est en Outaouais. Et monsieur Louis Côté. Bonjour. Qui est à Sherbrooke. Moi, c'est Bernard Sévigné, je suis coordonnateur du comité et je vais animer cette rencontre aujourd'hui. Je peux vous dire que notre collègue Marlene Jennings, malheureusement, ne peut pas être avec nous pour cette rencontre, mais soyez assurés qu'elle a également reçu le mémoire. Maintenant, si vous voulez, je rappelle rapidement les consignes. Vous avez une dizaine de minutes pour nous parler des points saillants de votre mémoire. Et par la suite, on va s'engager dans une discussion une vingtaine de minutes. Et au besoin, je vous rappellerai lorsqu'il va rester une minute, je vous inviterai à conclure à ce moment-là, de façon à ce qu'on puisse passer à la période de questions. Si vous voulez intervenir, la fonctionnalité de lever la main, donc de façon à ce qu'on puisse gérer les interactions et le trafic. Alors, si ça vous convient comme ça, je vais dans un premier temps vous laisser vous présenter tous les trois et lorsque vous serez prêts à commencer le 10 minutes, on partira le chronomètre. Alors, Monsieur Wall, la parole est à vous. Bonjour, mon nom c'est Stéphane Wall. J'ai été animateur de la communauté de pratique en usage judicieux de la force de 2012 à 2018 au niveau du SPVM. Je suis accompagné aujourd'hui de Sylvain Saint-Amour, qui était le coach expert de la communauté de pratique en usage judicieux de la force. Est-ce que ça va? Oui, bonjour, M. Saint-Amour. Bonjour. Et de M. Michael Arruda, qui est conseiller en santé mentale, ancien policier également. Bon, ben ça, bonjour, M. Arruda. Alors, je vous laisse la parole là-dessus pour 10 minutes, M. Wall. Oui. Je veux souligner effectivement l'absence ce matin de notre quatrième co-rédacteur, Richard Trouin, qui a participé aussi à la rédaction du mémoire. Donc, je veux remercier les membres du comité de donner l'opportunité à des policiers retraités du SPV fruit de nos réflexions basées sur notre expérience terrain acquise en tant qu'agent de changement dans les dossiers de coaching en usage judicieux de la force, en maintien de compétences et des diverses problématiques sociales impliquant le travail des policiers. Tout d'abord, nous croyons important de dire qu'aucun policier ne veut enlever une vie. Ça laisse des séquelles à long terme. Personnellement, j'ai dû le faire voilà 20 ans et je peux vous dire à quel point ça a marqué ma vie personnelle et professionnelle. J'ai connu l'hésitation et le dilemme des valeurs liées à cette prise de décision ultime. Je vous confirme que même en étant justifié, un policier hésite à prendre une action en se demandant à quel point une partie de la société s'en prendra possiblement à lui ou à sa famille. Imaginez les possibles hésitations des policiers actuellement dans le contexte que l'on vit. Lors de l'action, j'ai vu des policiers en pleurs qui avaient eu les mêmes hésitations que moi et qui demandaient plus de maintien de compétences et plus de formation. Et ça a été le début de mon implication pour donner des outils aux policiers. En 2005, l'adjoint au directeur Marc Parent ainsi que Sylvain Saint-Amour, son coach expert qui est présent avec nous aujourd'hui, créer la communauté de pratique en usage judicieux de la force au SPVM. Le mot judicieux est très important parce que quand on parle d'incidents critiques, ça implique tous les moyens pour résoudre une situation en incluant les stratégies de communication et de désescalade. En 2005, ils étaient visionnaires et en 2020, ils le sont plus que jamais pour répondre aux besoins des organisations policières au Québec en maintien de compétences à faible coût. Notons que la communauté de pratique fonctionnait avec un budget annuel d'environ 6 000 $ pour les activités corporatives. Leurs constats étaient et sont toujours actuels.
Les policiers sont bien formés initialement, mais la loi de police n'oblige pas les organisations au maintien de compétences. Donc, ça devient aléatoire. Certains policiers au Québec n'ont pas revu des techniques depuis 10 ans et plus. Leurs solutions étaient et sont toujours actuelles. Les comités de pratique visent à combler le vide en adaptant le maintien de compétences aux besoins locaux, aux besoins corporatifs et sociaux. La réalité des besoins terrains est différente d'une organisation à l'autre et même d'un secteur à l'autre. La philosophie d'une comité de pratique. Celles-ci sont proactives et non réactives face à des problématiques. Par exemple, nous utilisons les notions de désescalade depuis 2012 lors de nos appels simulés, grâce à notre expert de contenu présent aujourd'hui, Michael Arruda. Il ne s'agit donc pas d'un nouveau concept. On parle d'une organisation apprenante où le savoir tacite, qui provient de l'expérience terrain, vient compléter le savoir explicite qui est plus académique. L'innovation, la créativité, l'agilité et le réseautage interne et externe nous permettaient, comme on le dit communément, de nous virer sur un scène face aux besoins. De nombreuses bonnes pratiques furent créées au fil des années et nous en avons retenu quelques-unes pour notre mémoire. Les objectifs de la présentation de notre mémoire au MSP dans le cadre de la réflexion. Premièrement, nous souhaitons donner une option à peu de frais au ministère de la Sécurité publique et aux organisations policières pour que le maintien de compétences ne soit plus aléatoire, mais obligatoire pour tous les types de formations. Nous souhaitons maintenir à jour et améliorer les compétences des policiers au Québec dans le but d'épargner des blessures graves et ou de sauver des vies de citoyens et de policiers. Nous souhaitons répondre avec agilité et efficacité à plusieurs recommandations émises par les coroners lors d'enquêtes publiques afin de maintenir le niveau de confiance de la population envers les organisations policières et par le fait même envers les institutions judiciaires. Enfin, nous voulons aborder les enjeux sociaux en favorisant un partenariat intégré bilatéral entre les organisations policières et les différents partenaires communautaires et ou spécialisés en santé mentale. Notre mémoire a été présentée à la direction de l'École nationale de police du Québec et a suscité un très bel intérêt. Nous sommes également en discussion avec le service de police de l'agglomération de Longueuil au niveau de la formation continue. Enfin, le mémoire a été remis au bureau du coroner pour qu'ils en prennent connaissance. Nos constats. La formation continue n'est pas obligatoire, comme je le disais précédemment. Elle est dispendieuse, elle n'est pas toujours dans les priorités des organisations policières qui ne sont pas imputables. Le continuum de formation manque de souplesse et est axé sur des normes rigides qui ne permettent pas de répondre avec agilité aux besoins urgents. Les policiers subissent donc une oxydation des connaissances et sont laissés à eux-mêmes, ce qui entraîne des décès possiblement évitables et des recommandations de coroner qui ne sont suffisamment pas suivies par les organisations. La loi 45, sanctionnée le 22 octobre, vient donner un peu plus de mordant à ces recommandations importantes des coroners. Depuis 2011, ces recommandations ont inspiré nos 6 bonnes pratiques. En santé mentale et en toxicomanie, les Québécois s'interrogent de plus en plus sur le rôle des policiers dans l'intervention reliée aux problèmes sociaux qui englobent entre autres l'itinérance, la pauvreté, les inégalités économiques, les dépendances et les relations raciales et les maladies mentales. La formation en santé mentale, nous croyons qu'il existe un défaut structurel sur ce type de formation qui est inégal au Québec et avec un maintien de compétences presque inexistant. Nos solutions détaillées en 6 bonnes pratiques. La bonne pratique numéro 1 consiste à la tenue d'activités de maintien de compétences mensuelles. Excusez-moi. C'est-à-dire ce qui va amener une meilleure préparation mentale, une meilleure exécution et de meilleurs choix stratégiques et tactiques par les policiers du terrain. La bonne pratique numéro 2 consiste à l'organisation d'appels simulés et de simulations majeures annuelles. C'est une excellente stratégie d'apprentissage sans frais, car les policiers sont déjà au travail régulier. Il s'agit d'un outil très apprécié des policiers et il permet de répondre aux recommandations des coroners et être proactif sur les problématiques sociales. 3 coroners ont d'ailleurs recommandé de maintenir et d'améliorer les formations simulées. La bonne pratique numéro 3 est de renforcer la capacité d'évaluer le risque et l'urgence d'agir par le biais d'activités de partage et de rétroaction opérationnelle.
le concept du Stop, Think and Act permet un temps de réflexion supplémentaire, ce qui entraîne de meilleures analyses et de meilleures décisions sur le terrain. Ce sont des thèmes chers à notre co-rédacteur Richard Thouin. La bonne pratique numéro 4 est le développement de processus de retour d'expérience. En travaillant sur les valeurs, les émotions, le pourquoi on prend les décisions, on peut modifier des comportements, des attitudes et la culture à moyen et long terme. La bonne pratique numéro 5 est le développement d'outils de sensibilisation spécifiques aux problématiques de santé mentale et de stratégies de communication et de désescalade. L'objectif serait d'uniformiser via le MSP les approches en santé mentale et en toxicomanie. La bonne pratique numéro 6 consiste à développer un partenariat intégré bilatéral afin d'aider à mieux comprendre la réalité de l'autre. Nous pensons que le projet Immersion du SPAL est un atout à cette fin et que les groupes communautaires et sociaux auraient aussi un avantage à comprendre la réalité des policiers terrain en faisant des combats réguliers et en partageant leur réalité sur le terrain. Ça créerait un lien de confiance entre les partenaires et on pourrait éventuellement instaurer des formations croisées qui seraient une excellente stratégie d'apprentissage. Penser, créer et agir autrement au Québec. Le Québec, l'École nationale de police du Québec, les organisations policières arrivent à un moment charnière de l'histoire. Nous proposons l'innovation, la modernisation, l'efficacité dans les futurs processus de formation et de maintien de compétences. Pour y arriver, nous proposons une culture de changement impliquant des partenaires en complémentarité et en transparence par le biais de 25 principes, dont certains que je vais vous en énumérer tout juste avant ma conclusion. Je vais vous donner 10 principes importants. Le premier, favoriser l'ouverture aux idées nouvelles, innovantes et à l'apport des partenaires internes et externes. Le deuxième, favoriser un partenariat intégré bilatéral afin de mieux comprendre la réalité de l'autre. La troisième, mettre en commun les connaissances et les forces de chacun des partenaires internes et externes par le partage des savoirs tacites en partenariat avec l'École nationale de police du Québec pour l'amélioration des contenus, des projets, des processus au bénéfice de toutes les organisations policières et du public pour donner suite aux nombreuses recommandations des coroners. Le quatrième, assurer un suivi ponctuel, efficace et rapide des recommandations des coroners. Le cinquième, développer une vision élargie de l'usage judicieux de la force lors de la création de projets ou de nouveaux contenus de formation, en prenant en considération des activités pré-déploiement et post-déploiement lors de l'élaboration de contenus pour préparer et maintenir à jour les acquis. Le sixième, implanter le coaching et le mentorat dans les organisations policières afin de faciliter un maintien de compétences de qualité où l'instructeur qualifié ENPQ s'assurerait de maintenir à jour son ou ses coachs sur différents volets et agirait comme mentor lors des premiers exercices du coach pour s'assurer de cette rigueur. Le septième, répondre avec efficacité aux besoins exprimés par les policiers du terrain. Le huitième, placer la valeur d'humilité au centre de toutes nos actions. Combinée aux valeurs de sécurité et de justice, elle constitue le socle de valeurs sur lequel les organisations policières devraient s'appuyer. Personne ne possède toutes les solutions, chacun possède une partie de la solution. Le neuvième, développer la pensée éthique dans les pratiques de rétroaction. Le dixième et le dernier des 25, redonner au suivant en instaurant une culture de partage et de rétroaction opérationnelle. En conclusion, l'implantation de communautés de pratique en usage d'outils de la force au Québec dans différentes organisations, avec une équipe porteuse de l'ENPQ au centre des activités apprenantes, aurait comme effet d'augmenter la professionnalisation des policiers et policières, d'assurer un maintien de compétences à faible coût pour les organisations policières, d'amener une meilleure compréhension de la réalité de chacun des partenaires, moins de préjugés mutuels et un meilleur partage des responsabilités sociales. Enfin, d'apporter un changement de culture à moyen et long terme au niveau des organisations. Pour terminer, nous croyons qu'il faut valoriser publiquement le métier de policier pour pouvoir attirer une relève diversifiée qui a le goût de s'investir pour aider la population. La compétence, la vivacité d'esprit
le savoir-être, les qualités d'action, l'intelligence émotionnelle devraient être prioritaires dans la sélection des futurs candidats. Favoriser la transparence, donner l'autre côté de la médaille, supporter les policiers assureront leur mobilisation au quotidien. Ne pas le faire entraînera le contraire, ce qui causera d'autres problématiques sociales. Il faut le dire, au Québec, chaque jour, les policiers et les policières sauvent des vies. Merci. Merci beaucoup, M. Ward. Je pense que ça met la table à la discussion. Si je peux me permettre, je vais poser la première question, M. Ward. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre mémoire parce que dans mes études doctorales, il y a une dizaine d'années, ça portait sur l'organisation apprenante. Alors, les gens que vous citez, les auteurs, je les connais aussi très bien. Je connais le concept des communautés de pratique. Et ma question est la suivante. Et vous faites référence à la page 24, enfin, de culture organisationnelle, parce que ce que j'ai compris, c'est que ça a été créé en 2005, ça a été aboli en 2018 et ça a repris en 2019 sous la forme de coach emploi. Est-ce que la culture policière dans les organisations est compatible dans le sens où le chef parent, c'est un leader, je pense que c'est assez clair. Est-ce que ça prend des leaders comme ça pour pouvoir implanter ce concept de communauté de pratique et d'organisation apprenante dans les organisations policières? On va laisser la parole à Sylvain. Bon, c'est évident que M. Parent, c'est un leader extraordinaire pour amener un projet comme ça. Excusez, il y a un retour de son, M. Ward. Peut-être fermer votre micro pour qu'on puisse entendre M. Saint-Amour sans écho, s'il vous plaît. Oui, je cherche. Je n'ai pas accès à mon micro là, pour le moment. OK, mais allez-y, regardez, moi je peux... Est-ce que à votre niveau, vous pouvez couper le micro? Je vais le couper d'ici, oui. OK, parfait. Attendez un petit peu, désactiver le micro. OK. Monsieur Saint-Amour, on vous écoute. C'est sûr que quand on veut implanter dans une organisation très bureaucratique, là, comme un service de police, ça prend un leader il est capable de voir autrement. Puis c'était ça le projet de Marc Parent. Quand il est venu me chercher, alors que j'étais instructeur à la section formation, puis il me parlait de son projet de mettre en place la communauté de pratique, il m'a inspiré beaucoup, cet homme-là. Donc, son leadership est inspirant. Et c'est à partir de là qu'on a pu mettre en place ce principe de communauté de pratique-là. Principalement parce que, bon, notre organisation, comme toutes les organisations publiques, très bureaucratique, très top-down. Puis là, M. Parent, lui, il voulait travailler à l'horizontale pour que les savoirs puissent se partager de façon intergénérationnelle entre les jeunes policiers qui sortent de Nicolette, donc qui sont techniquement très habiles, vers les plus vieux qui sont rendus moins sur le plan technique. Et vice-versa, la grande expérience des policiers terrain puisse se diriger vers les plus jeunes. Donc là, il fallait mettre en place la communauté de pratique. Toutefois, une fois que ça a été fait, puis qu'on a pu prendre, si on veut, des photographies des résultats et tout ça, je pense qu'une bonne équipe qui a pu mettre en place une communauté de pratique pour être de très bons collaborateurs à différents directeurs de services de police qui connaissent pas le système des communautés de pratique, puis le volet organisation apprenante et comment que ça peut être payant pour une organisation. Principalement au Québec, je vous dirais, parce que c'est très particulier. Au Québec, nos policiers, on les met pas à jour, puis on ne les oblige pas d'être, entre guillemets, compétents sur le plan technique, sur le critère probablement le plus sensible du métier policier, qui est de faire usage de la force sur des citoyens pour assurer le contrat social. Donc, c'est d'arriver avec la communauté de pratique, ça peut donner une flexibilité et être très sécurisant aussi pour des leaders d'organisations policières.
Donc, je trouve que le modèle, le modèle peut être appliqué de façon responsable par une équipe qui est très compétente, des gens qui connaissent ça, puis qui vont pouvoir justement informer ces gens-là, parce que c'est pas tout le monde qui fait un mémoire de maîtrise ou un doctorat comme vous là, sur le modèle d'organisation apprenante et tout ça. Donc, il faut informer les gens à cet effet-là. Merci. Monsieur Matt, vous avez la parole. Je vais redonner le micro. Peut-être, Véronique, ouvrir le micro à Monsieur Wall. Alors, Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, merci. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre mémoire. Je voulais savoir pourquoi ça a été abandonné en 2018-2019. C'est question de coût, c'est quoi? Je vous entends pas. Monsieur Wall, est-ce que c'est Véronique, est-ce que c'est possible de réactiver le micro de Monsieur Wall? Non, je vais l'appeler. Oui, bon. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK. Allez-y. Comme c'est indiqué dans notre mémoire, à l'interne, il y a eu une certaine résistance. Quand on parle de changer les façons de faire, il y a toujours une certaine résistance philosophique qui s'est faite à l'interne pendant les années. Et avec l'arrivée d'une nouvelle direction qui ne connaissait pas les avantages d'une comité de pratique, disons qu'il y a une décision qui a été prise de ne pas continuer dans ce sens-là avec la philosophie qui était typique au comité de pratique. Donc, c'est une décision qui a été prise et ils ont décidé de changer de modèle. Mais est-ce que c'était en fonction de la disponibilité du personnel ou si c'était des coûts exorbitants qui ont poussé la direction à prendre cette décision-là? Oh, est-ce qu'on a perdu M. Wall? C'est gelé partout. Est-ce que vous êtes là? Oui, on est là. Oui, bon, je vous entends, là, on vous a perdu quelques-uns. OK, on vous entend, M. Matt, peut-être reposer la question. Oui. Je vais avoir plus de précisions sur les prétentions de la direction. Est-ce que c'était la difficulté de libérer du personnel ou les coûts importants que ça occasionnait, la raison de l'abandon? Ils ont dû le motiver avec une décision quelconque? Non, oui. Est-ce que... Un mot d'ordre de retourner des effectifs sur le terrain. Et donc, il y a eu une centralisation qui a fait en sorte que les responsables de la boîte ont été retournés sur le terrain dans les opérations. OK. Est-ce que vous m'avez entendu? Oui. Alors, ça va, M. Côté. Parce que... Mais, la communication est difficile, hein? Oui, étant donné que je suis passé par la même école que mon confrère Bernard, organisation apprenante, puis le grand maître à penser du transfert de compétences non-ACA, mais je ne pensais pas entendre ça ce matin, mais c'est musique dans mes oreilles. Écoutez, vous avez parlé beaucoup de la compétence, de connaissances tacites, mais ça, on peut le comprendre, l'expérience est là, puis ça s'accumule, mais pour arriver au maximum d'efficacité, il faut avoir aussi accès à la connaissance explicite. La connaissance explicite pour vous assurer d'avoir les meilleures pratiques aussi. C'était quoi votre démarche pour aller chercher cette connaissance-là? À l'époque, j'étais coach expert. Marc Parent m'avait mis en place comme coach expert et j'étais instructeur de l'École nationale. Okay. Donc, je formais des instructeurs à l'École nationale. Donc, l'index des compétences provenait toutes de l'École nationale à ce moment-là. Puis, dans nos unités d'élite aussi, comme le SWAT et les gens du groupe d'intervention. Donc, la base des compétences était très organisationnelle à partir de ce moment-là. Et c'est pour ça qu'on a toujours voulu garder un lien très, très fort avec l'École nationale, parce que c'était notre phare, le chien de garde des compétences en matière d'usage de la force. OK. Mais par rapport à ça, avez-vous évalué, je vois que vous avez appliqué
principe-là de communauté de pratique à SPVM, mais par année, ça demandait combien de temps par membre? Oh, alors, les communications sont difficiles, hein? Oh, ça revient. Oui. Qu'est-ce que ça va revenir? Ça revient, OK. Oui, allô? Oui. Oui. Le temps que vous avez pu appliquer le principe des communautés de pratique, ça revenait à combien de temps par membre? Oui, bonjour. Oh, On vous entend? on vous entend? OK, parfait. Ça vient de revenir. OK. Ma question était, pendant que vous avez appliqué la communauté de pratique à SPVM, ça prenait combien de temps par membre par année? Vous faites des Au suggestions, niveau- mais dans les faits, ça donnait quoi comme temps pour les policiers par année? Je vais répondre. Écoutez, les dernières années, nous, on fonctionnait beaucoup sur, à tous les lundis, c'est un modèle qui s'appelait les lundis des coachs. On offrait des activités de maintien de compétences. Donc, on prenait on avait plusieurs sujets. Les coachs s'inscrivaient, venaient au lundi des coachs, suivaient l'atelier pour se mettre à jour leurs propres compétences. Et dans le 35 jours qui suivaient, devaient rencontrer leurs équipes de travail pour faire le redonner au suivant ou le transfert horizontal des savoirs. Okay. Donc, c'est à 90 les coachs qui participaient au maintien de compétences ponctuelles, hebdomadaires, c'est-à-dire, redonnaient au suivant. Donc, au bout de chacune des années, on parlait entre 375 et 450 activités de maintien de compétences tenues directement sur les lieux du travail. Les activités de compétences duraient des fois 30 minutes, 1 heure et demie, dépendamment du temps disponible au niveau des opérations. Ça pouvait varier, mais nous, on pense que c'est mieux pour maintenir à jour les connaissances de répéter souvent les notions dans une année que de ne les voir qu'une seule fois tous les 10 ans. OK, c'est beau. Dites-moi, est-ce que l'expérience au SPVM de la communauté de pratique a été jusqu'à remettre en question des pratiques? Parce que le concept aussi de l'organisation apprenante, c'est le concept là, du double loops learning, de remettre en question ce qu'on est en train d'apprendre. Comment ça s'est fait dans un service de police comme le SPVM, par exemple, ce volet-là? À partir du moment qu'on était bien en place comme communauté de pratique, Marc Parent il tenait beaucoup à ce qu'on mette en place un mécanisme de rétroaction. Donc, et de la rétroaction technique, on a développé un modèle plutôt de retour d'expérience où, quand on allait rencontrer les policiers, plutôt que de s'attaquer seulement au volet technique, suite à une intervention, juste le volet technique, comme c'est de bon usage, on avait développé un modèle où, plutôt que de parler juste du comment les choses ont été faites, quoi qui a été fait, où et quand, ben, c'était de travailler le pourquoi. Donc, et dans le pourquoi, là, ça nous amenait à travailler au niveau du système de valeurs des policiers, la sous-culture d'un groupe de travail, des biais systématiques. On peut parler aussi des préjugés qui ont peut-être été pris en compte pendant la prise de décision. Et l'approche, le modèle de retour d'expérience nous permettait d'aller discuter de ça avec les policiers. Et c'est là que ça nous permettait de tomber dans une double boucle d'apprentissage parce que, bon, ça peut remettre en question certaines façons de faire, soit au sein d'un groupe de travail, donc la sous-culture d'un groupe, ou de façon plus organisationnelle, plutôt que juste dire, bon, on a vu un écart entre ce qui a été fait puis ce que nous, on considère qui est acceptable, puis voici, on change la technique, on fait ça plutôt que ça. On allait beaucoup plus profondément et ça suscitait une passion chez les policiers parce qu'évidemment, on les amène à ce qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on a fait puis la valeur que vous vouliez défendre ou que vous n'avez pas défendu du tout. Et là, ça nous permettait justement d'embarquer dans une boucle. Puis je vous dirais que le plus souvent, autrement, c'est plutôt sous-culturellement.
au niveau de la sous-culture d'un groupe. Tu sais, des fois, il y a des groupes de travail qui vont avoir des valeurs plus de droite, des façons de faire qui sont dans l'ADN d'un secteur ou d'un poste de quartier depuis des décennies. Et si on arriverait avec une approche juste technique, ben, on n'arriverait pas à nos fins, pas aux fins auxquelles Marc Parent voulait arriver, qui était de vraiment créer cette double boucle d'apprentissage-là. Okay. Merci. Monsieur Matt, c'est à vous. Oui, vous avez fait des propositions, j'ai compris tout à l'heure, au SPAL à Longueuil et également des démarches avec l'École nationale de police. Et vous préconisez une mise à jour au moins annuelle là, sur l'emploi de la force. Vous pensez qu'après combien d'heures, c'est quoi qui sera requis pour avoir une mise à jour adéquate annuellement? Bien, en fait, ce qui est possible de faire, parce qu'on le fait, c'est vraiment d'optimiser, aller plus vers une mise à jour mensuelle, une fois par 35 jours, d'avoir une activité sur le groupe de travail. Donc, ça, c'est possible de le faire 1 heure et demie par 35 jours. Ça serait idéal. Mais ça, c'est aux organisations policières de regarder leurs priorités selon leur réalité locale. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre à jour? Ça peut varier d'une organisation à l'autre. Nous, on pense qu'1 heure et demie par 35 jours, c'est réalisable parce que ça a été fait. Et il faut penser aussi globalement peut-être à des journées, 1 ou 3 journées l'année, matière spécifique, qui va être plus au niveau académique ou comme on connaît. Mais ça varie beaucoup d'une organisation à l'autre actuellement. Il y a des organisations qui donnent des 3 à 4 jours de formation par année. Puis, il y en a qui donnent juste ce qui est obligatoire. Puis, il y a beaucoup d'organisations que le maintien de compétences, c'est presque pas considéré, là, sauf quand il y a quelque chose. Quand il arrive un événement, bien là, on va réagir en formant les policiers. Donc, ça ressemble à ça. Merci. C'est bon, M. Matt. Une question sur le leadership. Là, je l'ai évoqué, puis vous n'avez parlé du leadership de M. Parent. Est-ce que, là où vous en êtes, est-ce que vous avez fait des approches auprès de la PDQ, par exemple, des chefs de police, pour essayer de détecter ce leadership-là qui est fondamental pour la mise en place de communautés de pratique? Bien, écoutez, je peux donner un élément de réponse. À notre niveau, nous n'avons pas encore fait cette approche-là. On ne voulait pas brûler d'étapes, donc l'important, c'était de communiquer, de rendre notre mémoire accessible au niveau de la réflexion que vous avez entamée. Et maintenant, quand on a fait notre présentation à l'École nationale, bien, c'est sûr que les gens se parlent. Où sont rendues les démarches. Ça, je ne pourrais pas vous donner plus d'informations de ce côté-là, mais de notre côté, on ne l'a pas fait, cette démarche-là, pour le moment. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des membres? Mais en tout cas, messieurs, puis vous l'avez dit, la formule n'est pas nouvelle, les communautés de pratique, mais la remettre à la sauce au niveau d'un corps policier, expérience qui a déjà été réalisée au SPVM, c'est extrêmement intéressant. Honnêtement, c'est intéressant, puis je pense que ça va faire partie de nos réflexions. On cherche les moyens pour pouvoir justement rendre cette connaissance tacite-là un peu plus explicite dans le cadre d'échanges un peu plus formalisés, mais en même temps, en tout cas, votre contribution est très certainement intéressante en ce qui nous concerne pour la suite des choses. Alors, merci beaucoup d'avoir partagé autant le document que vos propos aujourd'hui avec les membres du comité. C'est vraiment apprécié et encore une fois, ça va nous permettre, nous, de nourrir notre réflexion en cours de route. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Bonne fin de journée.